Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler de santé. C'est un enjeu pour chaque État de parvenir à une santé équitable et accessible pour tous. Et parmi ces enjeux, des maladies qui demandent beaucoup plus de moyens, en particulier dont les chiffres explosent. Le mot à lui seul fait peur, certains le surnomment même la maladie du siècle. Il s'agit du cancer, une maladie qui avance. Les chiffres mettent en évidence la charge croissante du cancer, l'impact disproportionné sur les populations mal desservies et le besoin urgent de s'attaquer aux inégalités en matière de maladies dans le monde. L'enquête mondiale de l'OMS sur la santé publique universelle et le cancer montre que seuls 39% des pays participants couvrent les bases de la gestion du cancer dans le cadre des services de santé de base. Qu'en est-il chez nous? Qu'en est-il pour l'ensemble du continent? Sommes-nous parvenus en matière de santé à réduire les inégalités en Afrique, mais également dans le monde? Ce sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Avec moi, une femme qui se bat depuis des années auprès des patients, mais aussi qui se bat pour porter sa voix, le professeur Raja Arzadi. Elle est présidente de l'Association marocaine de lutte contre le cancer du sein. Elle est conférencière de la géopolitique de la santé. Elle fait partie du réseau mondial de la diplomatie de la santé. Elle est consul honoraire en Afrique depuis 2010 et membre de l'Académie africaine des sciences et santé. Bonjour Raja. Bonjour. Merci de votre invitation. Bien le micro devant vous, s'il vous plaît. Merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'y avoir répondu. Vous scrutez les chiffres sans cesse, vous regardez les courbes. Avant de parler de pratiques de santé, de parler d'inégalités, avant de parler de l'ensemble du continent et peut-être la santé dans le monde, puisque je parlais de géopolitique, est-ce que... Comment on peut expliquer, j'ai envie de mettre un petit peu le focus sur le cancer parce que ça a été votre combat et ça l'est toujours sur celui du cancer, l'occasion pour nous de sensibiliser davantage. Comment on peut expliquer le nombre croissant des cas de cancer? Et d'abord, merci pour votre intérêt à ce sujet. Parce que la santé, c'est le bien le plus précieux que l'on puisse avoir. Oui, parmi les maladies les plus effrayantes, il y a cette maladie qui s'appelle le cancer, et que certainement dans un avenir, dans un futur très proche, on ne va plus l'appeler comme ça, on va l'appeler la maladie du vieillissement. Ah bon? Tout à fait, parce que parmi les raisons pourquoi ça explose, c'est parce qu'on vieillit. Dans le monde, l'espérance de vie a beaucoup augmenté ces derniers temps. Le siècle dernier, le milieu du siècle dernier, on vivait à peu près 40 ans, 50 ans, c'était le maximum. Aujourd'hui, l'espérance de vie est autour de 75-80 ans. Donc déjà, le vieillissement des cellules, en lui-même, est un facteur, est une cause. Et tant mieux parce que si avec... et là, je remercie encore une fois votre antenne parce que parler de ce sujet, c'est être conscient qu'il y a cette maladie et qu'il faut la prévenir, qu'il faut des moyens de la dépister. Donc, plus on la dépistera tôt, plus on en guérira. Ça sera le rhume du siècle, de ce siècle ou de la fin du siècle. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est vrai que les chiffres sont assez terrifiants. À chaque fois, il faut rajouter, pas un chiffre, mais c'est le zéro qu'on rajoute, quoi. C'est des centaines de milliers de cas par an. Alors ça touche absolument l'ensemble du monde entier, notre continent aussi. Alors, il y a un facteur qui fait vraiment peur, ça va peut-être faire peur à nos auditeurs, mais n'empêche que les scientifiques sont unanimes sur la question, c'est aussi notre mode de vie qui a un impact sur notre santé directe. Et là, c'est pas que le cancer, mais le cancer en fait partie. Et j'ai découvert, avant de vous recevoir, je me suis plongée un peu dans toutes les études des scientifiques récentes, le stress, notre mode de vie et le stress, notre stress permanent, le stress au travail, le stress provoque des cancers. Aujourd'hui, on en est sûr et certain. Certainement, le stress y est pour quelque chose. Il y a tellement de facteurs, les causes sont multiples. Et si on les connaissait toutes,
je crois qu'on annulerait la survenue de ce cancer. C'est parce qu'on ne les connaît pas toutes et qu'on découvre. La science n'a pas encore tout découvert. Mais bon, aujourd'hui, avec cette explosion, vous avez parlé de chiffres dans le monde, à peu près, il y a plus de 20 millions de cas dans le monde. L'Afrique, bon, on n'a pas toujours les chiffres exacts parce que les registres de cancer n'existent pas toujours ou alors bien tenus. Au moins 2 millions de personnes sont touchées par année. Le Maroc, on est entre 35 000 à 40 000 cas par an. Donc c'est quand même des chiffres très alarmants quand on sait qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça a besoin comme technologie, comme expertise, comme ressources financières, comme ressources humaines. Mais bon, les causes sont multiples. Je reviendrai toujours au cancer du sein parce que c'est lui mon expertise, c'est là où je suis plus à l'aise pour parler. Mais le stress a été démontré par la science, par la neuroscience. La neuroscience a démontré que le stress impacte notre immunité. Et on sait que cette immunité, on l'a tous. C'est les événements tragiques de la vie, c'est le stress des au chocs, travail, c'est des chocs. Et puis chacun sa sensibilité. Il faut pas. Je reviendrai au stress parce que c'est important, mais c'est cette immunité quand ce stress l'impacte. Et là, ça a été démontré par la neuroscience. Une immunité, c'est-à-dire notre défense, quand elle est diminuée, automatiquement, les mauvaises cellules vont s'accrocher sur un organe de notre corps. Mais je voudrais quand même insister sur un point, parce que bon, le stress, oui, nous vivons tous le stress. Quand vous voyez un enfant aujourd'hui de 3 ans, il vous dit « Oh, je suis stressé », c'est un mot qui, à la limite, est rentré dans la routine de chaque citoyen. Mais il va falloir quand même séparer entre le stress positif, qui est bon, qui nous met de l'adrénaline dans le corps, qui nous permet de produire, d'avancer, d'innover, et le stress négatif. Je vous interromps 2 secondes parce que chez nous, les auditeurs sont toujours prioritaires. Bien sûr. Il y a une dame qui nous écrit et qui nous suit en direct en ce moment et qui dit merci infiniment de parler de ce sujet. On le fait tellement peu à mon sens. S'il vous plaît, une question à votre invité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un lien quand dans la famille, dans la fratrie, il y a des cancers? Est-ce qu'on est des personnes à risque? Alors, on a dit déjà que c'est la maladie du vieillissement. Donc déjà, quand on arrive à un certain âge, de dire ça d'ailleurs. Si, il va falloir la banaliser. Il va falloir vivre avec ça. Quand je vous dis que ça va être le rhume du siècle prochain, enfin de la fin du siècle, donc il va falloir le banaliser, savoir, la prostate, pratiquement 80% des plus de 70 ans, 80 ans vont pouvoir la choper. Donc c'est une maladie qu'il va falloir connaître et la banaliser. Parce que le dogme, c'est de la trouver toute petite, c'est trouver ce mal tout petit. D'où la prévention, le dépistage et la prévention. Mais encore une fois, on ne connaît pas. La question de notre auditrice, est-ce qu'il y a un lien héréditaire? Alors, ce n'est pas automatique. Ça ne dépasse pas 7 à 10%. Très bien. Donc c'est un chiffre qui est là, mais bon, c'est pas parce que la tante a fait un cancer qu'obligatoirement on va faire un cancer. Il faut vraiment qu'il y ait la tante, la cousine, la mère, la sœur et la grand-mère pour que ça soit génétiquement parlant. Mais bon, on voit que plus de 90% des cancers surviennent parce qu'il y a tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a tout cet environnement, cette façon de vivre, cette alimentation. On reviendra à l'alimentation. On a changé notre mode d'alimentation. Les colorants sont là, les produits chimiques sont là, donc tout ça impacte nos cellules. Le tabac Le tabac, c'est démontré à 100% que... Maintenant, on ne connaît pas tout. La science ne connaît pas tout. Certainement qu'il y aura des découvertes prochaines, j'espère, pour pouvoir cerner ce problème. Parce qu'en connaissant toutes les causes, on va pouvoir les éviter et éliminer cette maladie. Professeur, des campagnes de sensibilisation ont lieu tout le temps, en permanence, tous les ans, de véritables campagnes. Mais
en même temps, je ne sais pas si nous mesurons, quand je dis nous, c'est nous tous, femmes ou hommes, l'importance de ce dépistage précoce dont vous parlez. On ne mesure pas l'importance de se dire que ça sauve des vies. Ça sauve des vies. C'est une équation. Ce qui peut sauver la vie, c'est d'aller chercher, c'est d'aller dépister. Effectivement, il y a une peur. Il y a le mot lui-même, vous l'avez dit, il y a une crainte. Donc, on a peur, on ne veut pas savoir. Mais au fait, c'est là où c'est l'erreur. C'est là où se situe l'erreur. Il vaut mieux savoir tôt, gérer, traiter, que de laisser les choses s'étendre. Il y a la peur, il y a la pudeur aussi par rapport à certains organes. Je pense au sein, je pense chez la femme au col. Le sein étant le premier cancer dans le monde. Et le Maroc va dans ce sens. C'est le premier cancer au Maroc. Donc il y a une sorte de pudeur. Mais il faut savoir qu'il y a pas une histoire de coût également. Alors, évidemment qu'il y a le Parce coût, que, évidemment. certes, il y a la pudeur, certes, il y a l'ignorance, la peur de savoir que peut-être... L'ignorance dans les zones les plus enclavées. Chez nous, où je vais vous poser, comme vous êtes très impliqué au niveau continental, est-ce que, justement, on ne se dit pas ça va coûter trop cher d'aller faire un dépistage? Alors que chez nous, c'est gratuit ou pas? Alors, ce n'est jamais gratuit. La santé n'a pas de coût, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, même dans les campagnes de dépistage, il y a un coût quelque part qui va être payé. Donc, il y a un coût, ça c'est indéniable. Mais le coût de la prévention est peut-être 150 fois moins cher que le coût du traitement. Donc, et même si on devait trouver quelque chose, si on le trouve tout petit, le coût est moindre. Et vous savez combien il faut veiller à cette balance financière. On sait qu'aujourd'hui, il y a un grand chantier, une révolution dans le secteur de la santé grâce à la vision de Sa Majesté le Roi. Il y a cette refonte du système de santé et il y a cette assurance maladie pour tous les citoyens. Donc, il faut veiller absolument aux dépenses pour ne pas faire plonger le système de santé dans l'incapacité de suivre, surtout par ces maladies coûteuses. L'Organisation mondiale de la santé tire sans cesse la sonnette d'alarme sur les inégalités de l'accès aux soins. Notre continent n'est pas en reste. Vous faites partie du réseau mondial de la diplomatie de la santé. Quand on parle d'inégalité, de quoi parle-t-on exactement? Il n'y a pas pire injustice. Il n'y a pas pire injustice que d'être malade et de ne pas pouvoir se faire soigner. Toutes les autres inégalités, on peut les surmonter, mais face à la maladie, et surtout cette maladie, où la déchéance humaine est juste déchirante, et être dans l'incapacité, dans l'iniquité d'accéder aux soins et de pouvoir se soigner, je pense que c'est la pire des injustices. Là, on l'a vu avec le Covid, la crise Covid, quand même, ça a été un tournant dans le monde entier. Hein. Il a changé énormément notre façon de vivre. Beaucoup de choses ont été changées. Et les systèmes de santé qui ont été jusque-là un peu les parents pauvres, avec des budgets les moindres, le Covid est venu, c'est une crise inouïe mondiale et qui a tout arrêté, tout bloqué. On a vu du jour au lendemain, on a vu son impact sur l'économie, sur le social, sur la politique, sur tout. Donc ça a gelé tout. Et donc à partir de là, il y a une prise de conscience mondiale pour que les systèmes de santé soient mieux gérés. Il y a un problème de gouvernance, on ne va pas s'étendre sur ça, mais qu'il y ait les budgets qu'il faut. Augmenter les budgets, on a vu des politiques s'accélérer, on a vu plein de choses se mettre. Chez nous, il y a énormément de choses qui ont été... Certains ont même utilisé le mot de révolution. Tout à fait, je crois que je l'ai dit avant. Et on peut être fier de ce qui s'est fait au Maroc, que ce soit la gestion du Covid lui-même, que ce soit sur les innovations, les mises en place d'énormément de choses. Donc, si vous voulez, ce Covid, déjà, il a remué le monde pour qu'on aille vers une souveraineté sanitaire.
Parce que quand les frontières se sont fermées, il était important que chaque pays soit souverain, chose qui n'était pas sûre tout le temps. Deuxième chose, la santé a toujours été vue comme des dépenses. Mais au fait, c'est une manne financière aujourd'hui. Vous savez que les budgets, le total des pharmaceutiques dans le monde dépasse plus de 1500 milliards de dollars juste pour le budget de médicaments dans le monde. Donc c'est une manne financière et c'est comme ça qu'on a vu cette course et cette concurrence vers le leadership de la santé, vers cette influence par la santé, vers une diplomatie de la santé dans le monde. Tout ça, c'est le Covid qui a réveillé, qui a mis en place tout ceci. Et on s'est rendu compte que la santé doit être gérée globalement. C'est une santé mondiale. Pourquoi la diplomatie de la santé est importante ? Le mot diplomatie, on le connaît dans la politique. C'est quoi la diplomatie de la santé d'ailleurs ? Alors, la diplomatie de la santé a toujours existé. On se rappelle de la peste où il y avait les quarantaines. C'était déjà des décisions diplomatiques où il fallait mettre en quarantaine les commerçants par rapport pour que les produits et les personnes ne circulent pas. Puis il y a eu aussi l'avènement du sida. Là aussi, il y a eu un autre gap par rapport à la diplomatie de la santé pour l'appuyer, pour la renforcer dans le monde. Et là, le Covid, il est venu encore plus renforcer cette notion. Alors le Covid, on en est conscient, oui. Professeur, mais aujourd'hui, quand on parle de diplomatie de la santé, vous participez à de nombreuses conférences. C'est quoi la diplomatie ? En dehors de la politique, c'est quoi ? C'est de vous poser tous, spécialistes de la santé, et de faire le point. Bon, ça y est, le Covid il est derrière nous, c'est vrai, ça y est. Maintenant, on regarde devant. Quand vous faites de la diplomatie de la santé, vous faites quoi ? C'est réguler déjà, défendre les intérêts de sa population, réguler. Quand il y a eu les frontières de fermer, ça peut se refaire. Donc c'est des décisions entre diplomates et professionnels de santé. Jamais le diplomate n'a été plus médecin et le médecin plus diplomate qu'à cette période. Il y a aussi les négociations. Excusez-moi, ça veut dire vous faites des réunions ensemble, vous regardez l'état des pays où ils en sont. Vous parlez d'inégalité de la santé, vous voyez comment chaque pays peut protéger sa population, comme vous le dites, pour qu'on soit très concret. Moi, je fais partie de la Fédération mondiale des consuls honoraires, donc c'est un petit corpuscule qui réfléchit sur ça. Il y a d'autres associations c'est des réseaux avec qui je suis un petit peu en contact, qui s'occupent de la santé mondiale, qui réfléchissent à cette santé dans le monde. Il y a des facteurs qui impactent la santé et qui sont communs au monde entier. L'environnement, les changements climatiques, la pollution de l'air, ça intéresse tout le monde. Ouais, donc c'est des positions, c'est des réflexions, c'est des recommandations qui doivent être faites au monde entier. Nous sommes en 2025. Quel est le bilan ? Quel est l'état des lieux ? C'est la cata ou alors on a fait des avancées majeures et peut mieux faire ? Vous savez, c'est un équilibre entre le financier et la santé. Si on veut gagner, ça impacte la santé. Si on veut la santé, c'est l'économie Ce que vous nous dites, professeur, c'est qu'il faut investir davantage dans la santé. De toutes les manières, la santé est un pilier fondamental du développement d'un pays, d'un continent. On revient, si vous voulez, à l'Afrique, qui est pleine de richesses naturelles, de richesses démographiques. Elle a une jeunesse comme il n'y en a pas dans le monde. Et pourtant, on voit que la santé en Afrique trime. Vous savez, avec je les appelle les 3, avec 3% de personnel de santé, 3% de recherche dans le monde et 3% de fabrication, de production médicamenteuse, et surtout une charge
une charge de Vous travail. nous expliquez ce que ça veut dire le 3% personnel de la santé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le personnel de la santé mondiale, l'Afrique, tout un continent ne représente que 3%. Il y a un moment où certains pays, je ne citerai pas de nom, mais de l'Afrique subsaharienne, il n'y avait plus, c'est un tout petit pays auquel je pense, il n'y avait plus un médecin sur tout le pays. Parce que ça nous emmène, et bien là, oui, c'est un point de la diplomatie sanitaire. Ça nous emmène à cet exode du personnel qui aspirait vers le nord. Parce qu'il y a des incitations. On le connaît au Maroc. Tout à fait. Mais quand on arrive jusqu'à vider un pays... Et c'est une difficulté majeure du ministère qui a de nouvelles reprises. C'est là où la négociation, parce que bon, il y a la négociation du médicament, la négociation du vaccin, la négociation, mais des ressources humaines. Et quand on sait que les ressources humaines sont le pilier fondamental de tout système de santé, alors ça nous emmène à leur formation. La formation, parce que de plus en plus avec la technologie, la formation, tous les systèmes pédagogiques doivent changer, doivent suivre. Il y a un essor incroyable de la technologie en matière de santé. Il y a une innovation chaque 3 jours en matière de santé. Et il faut que la formation suive. Quand on sait qu'il faut une formation continue, un personnel de santé, les choses changent. S'il reste dans son coin une année, ça y est, il est complètement largué par rapport. Vous aviez participé à tout le travail qui a été fait. Vous étiez plusieurs. Le nouveau modèle de développement, vous y avez participé. Vous avez tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là, l'importance de la santé, tous les efforts qui doivent être faits. D'abord, ce fut une grande école pour moi et une fierté d'avoir pu travailler dans une commission pareille. J'ai énormément appris. Évidemment que vous savez, comme vous le savez, il y a eu tous les secteurs qui ont été représentés, mais des recommandations partout. Mais par rapport au système de santé, il y a 2 piliers pour résumer. C'est les ressources humaines et c'est la prévention. Et peut-être que la prévention, on peut revenir dessus, puisque c'est un peu le sujet qui link avec cette maladie, le cancer, parce qu'il faut en parler, et beaucoup. Les ressources humaines, on en a un manque, et on le voit. Et donc, comment mieux les former, comment les inciter à rester dans notre pays, dans le pays, et comment mieux les répartir aussi. Quand on parle des déserts médicaux, c'est ça l'inéquité. Voilà, que ce ne soit pas que dans les grandes villes, que toute au XXIe siècle, reculée. Une femme dans un coin reculé qui donne la vie et qui perd, elle, la vie, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Donc, cette inéquité d'accès aux soins, aujourd'hui, c'est tout un travail dans cette refonte de système de santé. Et puis, à l'autre volet, c'est la prévention. Parce que, comme on l'a dit, il y a le coût, les dépenses. Il faut veiller. Aujourd'hui, il y a une assurance maladie obligatoire pour tout le monde, mais il y a un équilibre à avoir. Avec ces maladies chroniques, ces maladies coûteuses, ces maladies qui demandent une expertise, qui demandent une technologie, chaque appareil est un coût. Et puis, il est vite recyclé parce qu'il y a un auautre qui arrive. Donc, tout ça, il faut trouver cet équilibre. De santé mondiale, c'est vrai qu'on met toujours le focus beaucoup sur l'Afrique. Quand on voit aux États-Unis, les services de santé qui sont assez des plus compliqués. Là, il y a des inégalités totales parce que soit on a de l'argent, on se soigne, soit on n'en a pas. Là, il n'y a pas de couverture. Donc, on se dit qu'en Afrique, on avance petit à petit. Au Maroc, c'est des progrès gigantesques qui ont été faits. Mais ces inégalités, on les met toujours sur le dos des pays pauvres, mais en même temps, on s'aperçoit que les pays riches eux-mêmes n'y arrivent pas. Donc on se dit que... C'est la complexité de la santé. Parce que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. La médecine est l'affaire des professionnels de santé. Mais la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais. Et on revient, et on va rebondir encore sur la prévention. Parce que la santé est intersectorielle. C'est tous les secteurs
qui doivent avoir cette vision, sur cette stratégie par rapport à la santé, mettre l'humain au centre. Qu'est-ce qui impacte la santé je veux fabriquer un produit, est-ce que ça va impacter sur la santé Ouais, il ne faut pas voir que le gain. Donc, c'est intersectoriel. Vous savez, un trottoir mal fait, on peut avoir une entorse ou une fracture, et c'est la santé, et c'est un coût. Et c'est des arrêts de travail, et c'est énormément de choses derrière. Donc, juste pour dire, il n'y a pas de système de santé parfait au monde. On a tous des efforts à faire. Juste, on n'a plus que quelques minutes. Et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, j'entendais votre appel. C'est très important de avoir une couverture de santé. Vous avez beaucoup insisté là-dessus. C'est vrai que chez nous, malheureusement, on a encore beaucoup à faire, notamment pour le secteur informel où les gens ne se déclarent pas. Pourquoi il faut impérativement avoir cette couverture de santé? C'est la santé. On a dit plus on vieillit, plus le risque de maladie augmente. Et ce qui est important, c'est de prévenir en amont. Parce que sinon, les systèmes... Vous savez qu'il y a 300 millions de personnes qui basculent dans le monde, qui basculent dans la pauvreté à cause des frais de santé. Donc, il faut absolument faire la prévention. Cette prévention, il faut la faire tout le temps, pas juste de manière éphémère. Et ça va soulager les systèmes de santé de pratiquement 40% des dépenses. C'est un chiffre énorme. Si on veut cet équilibre financier, c'est en amont qu'il faut investir, qu'il faut travailler, sur tous les lieux de travail, scolaire, le troisième âge, c'est important. Et tous les âges, tous les lieux. Donc, si on fait cette prévention, on va soulager les systèmes de santé et on va y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Raja Arzadi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association marocaine de lutte contre le cancer, mais que vous intervenez, vous êtes conférencière de géopolitique de la santé. Vous faites partie du réseau mondial de la diplomatie de la santé. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau, parce que ça passe très vite le temps avec vous, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous l'avez entendu, le professeur. Couverture de santé essentielle. 2. La prévention et le dépistage, il sauve des vies, donc n'hésitez pas une seule seconde. Merci à vous d'avoir suivi ce Faites entrer l'invité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Au revoir, professeur. Au revoir, merci.